Bonjour à tous et bienvenue à ce premier webinaire de notre série de 4 webinaires sur le cycle, sur le thème de la formation sur la haie et l'arbre champêtre. Donc là, on est sur la deuxième édition cette année qui est rendue possible grâce au partenariat entre la FNC, donc Fédération nationale des chasseurs, et Réseau et France. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, ça va être le grain bocager associé aux indicateurs faune et flore. Et donc pour cela, je vais être accompagnée de Sarah Bunel de Réseau et France, qui m'accompagnera sur les temps d'échange et de questions-réponses. Et ensuite, nous aurons 4 intervenants pour ce sujet aujourd'hui. On aura Hugues Boussard en premier de l'INRAE. Ensuite, on aura David Roland de la FDC des Côtes d'Armor, FDC 22. Ensuite, nous aurons Gladys Gonnet qui interviendra, donc Fédération départementale des chasseurs du Gers. Et enfin, Yann Bouez, syndicat des eaux du Baléon. Donc, je laisserai les intervenants se présenter s'ils veulent en début de leur intervention respective, donc s'ils le souhaitent. Et donc voilà, pour le bon déroulé de ce webinaire, je vais vous demander si vous avez des questions. De toute façon, je pense que vous n'avez pas trop le choix. Si vous avez des questions, de les poser dans l'onglet questions et réponses qui est dédié. Donc il y aura un temps de questions et réponses qui sera dédié à vos questions pendant les interventions. Donc vos questions, elles seront répondues à ce moment-là, donc n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure des présentations. Et ensuite, on y répondra du coup pendant les temps dédiés. Donc merci à tous d'être présents à ce webinaire et on va pouvoir commencer. Donc je vais laisser Hugues Boussard se présenter et ensuite prendre le relais pour intervenir. Et bonjour, merci Maëva, merci au réseau AF France, merci à la Fédération des chasseurs d'organiser ce webinaire autour du grain bocager. Et puis merci aussi à nos partenaires des différentes fédés de chasse et puis du syndicat du Baléon d'aller exprimer un petit peu comment ils mobilisent aussi cet outil-là pour aller plus loin sur le terrain. Voilà, alors je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Euh, Hop, j'espère que vous voyez bien mon écran. Donc déjà, on va parler du... Alors on a découpé un petit peu en deux temps les présentations. D'abord, on va parler des concepts du grain bocager, ce qu'il y a derrière, en termes de méthodologie notamment. Et puis ensuite, David nous parlera voilà, de comment est-ce qu'il prend ça en charge en termes de biodiversité, comment est-ce qu'il a validé ça un petit peu de son côté pour certains taxons. Et puis comment est-ce qu'il prend ça en charge concrètement en discussion avec des agriculteurs. Gladys nous parlera de son côté aussi d'un apport voilà, du rapport à la biodiversité et puis comment est-ce qu'elle aussi elle a fait des scénarios sur ses territoires avec ses acteurs. Et puis Yann aussi nous parlera de son interaction, nous fera un focus de son interaction avec le grain bocager sur son territoire. Et ensuite, je reprendrai la parole et je vous parlerai des données disponibles aujourd'hui et puis des outils qui sont voilà, à disposition, qu'on peut manipuler pour faire de la scénarisation. Et puis, David reviendra sur un cas d'utilisation très précis à l'échelle de l'exploitation agricole. Alors, tout d'abord, ce grain bocager, c'est un indice pour caractériser le bocage et ses effets microclimatiques pour la gestion de la biodiversité forestière. Euh, donc, ça a été développé par l'UMR BAGAP et INRAE voilà, à Rennes, notamment par Jacques Baudry, écologue du paysage, aussi en relation avec mon collègue Paul Meurice, qui est géomaticien comme moi. Et puis, avec Loïc Comagnac de l'IGN, qui a fourni des données très intéressantes pour caractériser les bocages. Et également, évidemment, avec David Roland, qui est ici avec nous, qui a validé hein, avec Jacques l'intérêt de ce grain pour la biodiversité. Alors déjà, caractériser le paysage, c'est quoi? Déjà, pour comprendre, quand on dit qu'on caractérise un paysage, c'est en fait, on montre un point de vue du paysage. On pense bien sûr aux cartes d'occupation des sols. On peut penser à l'hétérogénéité des paysages qui va discriminer voilà, des zones très homogènes, au contraire des zones très, voilà, avec beaucoup d'hétérogénéité de type de milieu. On pense à la fragmentation qui va discriminer les zones qui sont plutôt continues d'un certain point de vue, de zones qui sont plutôt fragmentées.
On développe aussi nos propres concepts que sont notamment les éco-paysages qui permettent de discriminer les grands types de paysages sur un territoire et qui permettent du coup d'aller gérer à la fois des acteurs différents et à la fois de la biodiversité spécifique à chaque fois. Le grain bocager, alors on va faire le focus sur cette représentation-là, cette caractérisation. Et puis, on peut aller aussi sur des continuités écologiques, entre guillemets, plus fines, parce qu'elles vont prendre en compte le fait que l'espèce, elle passe pas telle route, elle passe pas tel cours d'eau, et puis au contraire, elle va filer par certains, elle va utiliser comme corridor certaines haies. Donc voilà, donc tout ça pour vous montrer que caractériser le paysage, bah, il y a beaucoup de façons de caractériser un même territoire. Et le grain bocager, c'est une de ces représentations-là. Donc c'est pas, voilà, le grain bocager ne dira pas tout. Alors, le concept du grain bocager va être présenté dans un premier temps. C'est qui est basé en fait sur les effets brisants hein, des éléments boisés. Ensuite, on va parler de la méthodologie même du grain bocager, histoire de dérouler un peu la boîte noire. Et puis, voilà, dans cette première partie, je ferai essentiellement un lien à la biodiversité forestière, comment cette notion de seuil a été validée. Alors, le concept du grain bocager, il se base sur la nécessité en fait, de caractériser justement ces fameux territoires, et notamment les bocages. En fait, sur les trois images que vous avez là, ces trois types de paysages que vous avez là, plutôt fermés, plutôt ouverts, avec un gradient, bien sûr, en fait, ce qu'on observe, c'est que il y a une biodiversité à chaque fois qui est différente, qui n'est pas la même. Et notamment, les espèces forestières vont se retrouver dans le paysage de type A et pas, voire peu, jusqu'au paysage de type C. Donc, un message important, c'est qu'il n'y a pas moins de biodiversité, a priori, à droite qu'à gauche, là. C'est juste que c'est pas la même biodiversité. Et puis en plus, ça, c'est façonné par les pratiques qui sont réalisées tantôt dans les champs, tantôt dans les haies. Et effectivement, d'aucuns pourraient dire qu'il y a aussi moins de biodiversité à droite qu'à gauche parce que voilà, il y a des pratiques qui sont plus importantes, enfin qui sont plus intensives. En réalité, il peut aussi y avoir des pratiques intensives au niveau des haies et ça va avoir un impact certain sur voilà, l'habitabilité pour les espèces. Donc, si on veut caractériser le paysage bocager, il va falloir essayer de discriminer dans un premier temps, c'est quoi ces paysages qui sont dans les paysages de type A là. Et pourquoi, la première question qui nous vient, c'est pourquoi la densité de boisement ne suffirait pas pour faire ça? Alors, d'un point de vue de l'écologie du paysage, l'idée c'est de caractériser, faire le lien entre des structures paysagères et des processus écologiques. Et la notion de structure spatiale, elle est importante parce que cette structure, elle n'intègre pas que seulement la composition du milieu, notamment la densité des éléments boisés, mais aussi la configuration, l'agencement, la façon dont ces éléments boisés ils sont spatialisés les uns par rapport aux autres. Et les climatologues, depuis déjà longtemps, nous montrent en fait qu'il y a un effet effectivement brisant de ces haies qui peut aller jusqu'à 10 fois, parfois plus, la hauteur des éléments boisés. Donc c'est ce concept-là qu'on a voulu prendre en charge et dire, bah, en fait, voilà, c'est pas seulement la quantité de boisement qui est importante, mais à la fin, voilà, aussi la façon dont ces éléments sont agencés les uns aux autres. Là, pour illustrer ça, on a à gauche une image qui nous montre le gel qui va être présent dans une parcelle. Et on voit, voilà, dans le cas d'une parcelle plutôt rectangulaire, bah, ce gel peut avoir un effet sur toute la parcelle, alors que dans une parcelle plutôt carrée, eh ben, ça va être moins le cas. Et ça, c'est théoriquement voilà, très simple. C'est juste que la même quantité d'éléments boisés autour d'une parcelle carrée et autour d'une parcelle rectangulaire, et ben, in fine, il va y avoir plus de zones rouges, c'est-à-dire loin de la haie, dans la parcelle carrée que dans la parcelle rectangulaire. C'est mécanique, bien sûr, mais c'est ça qu'on va vouloir prendre en compte. Et donc, caractériser à la fois les effets individuels de ces éléments boisés, notamment les haies, et à la fois l'aspect cumulatif, comment tout ça, ça s'additionne, ça se cumule dans le paysage. Alors, ces éléments boisés, du coup, ils ont un impact microclimatique qui irait jusqu'à 10 fois, voire plus, la hauteur de leurs éléments. Mais avant, on n'avait pas ces informations-là. Et dans le cadre du projet dispositif national de suivi des bocages, porté par l'OFB, l'IGN, bah, Loïc Comagnac, il a mis en place une nouvelle donnée qui s'appelle le modèle numérique de hauteur de canopée,
et qui permet d'avoir, pixel par pixel, c'est des pixels de 5 mètres par 5 mètres qui ont été générés pour le grand bocage, qui permet d'avoir effectivement la hauteur des éléments, enfin des hauteurs de canopée localement ici et là. Donc ça, c'est bien sûr très intéressant pour aller plus loin dans l'expression du grain bocage. Et puis il y a d'autres travaux en climatologie qui ont montré aussi il y avait un effet divergent en fait entre des massifs boisés, une haie et même un arbre isolé. Pourquoi? Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que le vent va courir sur un massif boisé et s'écraser finalement assez vite après, une fois le massif passé. Alors que le vent remonte au dernier moment sur la haie, et c'est ça qui créerait une perturbation qui irait jusqu'à 10 ou plus de fois la hauteur de l'élément. Donc on a voulu prendre en compte, distinguer un peu les types de boisement présents. Alors, cette méthodologie, elle s'applique du coup sur ces concepts microclimatiques et la voici. Donc, on considère un territoire à analyser, on vient récupérer les données de hauteur de végétation, donc ce fameux MNHC mis en place par l'IGN, et qui va en fait donc avoir des pixels qui vont être les hauteurs de boisement, entre guillemets, voilà, perçues par la méthodologie. Alors attention, dans la méthodologie actuellement, on ne peut pas détecter les haies qui font, enfin les boisements qui font moins de 3 mètres. Alors, je sais que dans certains départements, notamment dans le Baléon, dans l'Allier, ça peut être des problèmes parce que voilà, les deux, enfin, il y a des haies qui font moins de 3 mètres et elles ne vont pas être prises en compte dans cette procédure-là. Ensuite, dans la méthodologie, il y a une détection des types d'éléments boisés, une distinction qui est faite en fait entre les arbres isolés, les haies, les massifs, pour les raisons que j'ai évoquées juste avant, savoir qu'on va avoir le même effet microclimatique. Ensuite, il y a un calcul des distances d'influence qui est fait. Il faut voir ça un petit peu comme l'effet individuel des éléments boisés. Voilà, voilà, c'est une haie, elle a 10 mètres de haut, donc elle va avoir un effet jusqu'à 100 mètres autour d'elle. Et inversement, si c'est un arbre isolé, ben, il va avoir un effet que très local autour de lui, et ainsi de suite. Et ce qu'on appelle effectivement le grain bocagé, en réalité, c'est un indice continu qui va de 0 à 1. 0 très fermé, donc très vert sur la carte qui est là, et 1 très ouvert. Donc c'est plutôt un indice d'ouverture en fait, plus que de fermeture. Mais voilà. Et l'idée c'est de prendre en compte en fait l'effet cumulatif de ces distances d'influence. Voilà, alors que c'est caractérisé ici, il est dans un rayon à 250 mètres. Et voilà, on a comme ça une spécialisation des zones qui sont plutôt fermées, plutôt ouvertes. Et c'est ça qu'on appelle le grain bocage. Donc là, on a voulu du coup tester maintenant à partir de ça l'hypothèse de Jacques Baudry qui était, bah, a priori, si on vient caractériser l'espace avec ce type de méthodologie en prenant en compte les effets microclimatiques, eh ben, la biodiversité forestière, elle devrait répondre favorablement à ça. Alors pour faire ça, on était dans un projet qui s'appelle Bocage et biodiversité dans le bassin versant du Léguerre. On a travaillé là pour le coup sur toute la Bretagne. En tout cas, dans 6 bassins versants, des carabes forestiers ont été relevés dans 116 haies différentes. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a une abondance carabique par semaine qui n'a pas un effet linéaire avec le grain bocagé, mais un effet seuil. C'est-à-dire que c'est pas quand c'est très fermé, il y en a plein, puis plus on ouvre le grain, moins il y en a. Non, c'est pas ça. Il y a de la biodiversité forestière jusqu'à un certain effet seuil qu'on a positionné à 0,33 en Bretagne. Et puis après ça, il y a 3 fois moins de biodiversité forestière au-delà. Alors pourquoi les carapes? Parce que ce sont des bons indicateurs de biodiversité forestière. Ce sont des espèces marcheuses, donc ils dispersent assez faiblement, donc ils sont très impactés par voilà, les effets fragmentation, et dont on a une bonne connaissance en termes voilà, d'écologie, et qui sont voilà, à échantillonner, donc à recueillir et puis à déterminer. Alors, une fois qu'on a eu cet effet seuil là, eh ben, c'était très intéressant puisqu'on a pu spatialiser le seuil. Donc, dans la carto continue que je vous ai montré juste avant, ça c'est la même carto, eh ben, on a pu dire bah, là, on est en dessous du seuil, donc on est plutôt favorable à la biodiversité forestière, et puis là, on ne l'est plus. Alors, on n'a pas fait juste deux valeurs, on en a fait quatre. On a fait quatre seuils, quatre grands zonages. Alors, en bleu, on va voir les zones qui sont très fermées, de 0 à 0,2, les zones très fermées. C'est un peu les zones à l'optimum, hein. Alors attention, c'est des zones qu'il faut reconnaître, c'est des espaces remarquables, mais c'est des zones aussi qu'il faut gérer. C'est des zones qu'il est important d'entretenir.
Dans toute la logique du grain bocagé, ce qui est important, c'est la valorisation de l'existant. On va vraiment dans cette. Alors, il n'y a pas que le grain bocagé qui va vers ça, il y a la plonge gestion durable des haies aussi, il y a d'autres outils qui sont portés par le réseau haies qui vont dans cette idée-là. L'important, c'est de valoriser ce qu'on a, de valoriser les bonnes pratiques, de reconnaître les territoires qui sont, entre guillemets, encore bien maintenus en termes de bocage pour pouvoir coloniser maintenant, alors ne pas perdre ces endroits-là, puis coloniser de nouveaux endroits. Là, typiquement, ces zones bleues, c'est des zones à préserver, à valoriser, mais à entretenir. Il y a aussi des problèmes d'arbres vieillissants dans ces zones-là, et c'est important voilà, de les faire subsister. C'est aussi des zones intéressantes pour des gisements. Si vous avez dans une localité où il y a des besoins d'aller prendre voilà, du boisement pour une valorisation économique, c'est des zones intéressantes à viser. Ensuite, en vert, on va avoir des zones fonctionnelles, parce qu'elles sont encore dans la valeur de grain bocagé qui est sous le seuil. Donc fonctionnel du point de vue de la biodiversité forestière. Mais attention, le grain bocager, là c'est un point important. Ce qu'il regarde, lui, c'est le réseau de haies. C'est pas la qualité des éléments boisés qui sont voilà, présents ça et là. Et ce que David va nous montrer après, c'est que ces deux conditions sont nécessaires. Donc ce sont à la fois des zones qui sont a priori intéressantes, mais attention, ce sont des zones qui peut-être localement ne sont pas des zones qui sont bien gérées. Donc il est important d'aller voir en local ce qui s'y passe. Et puis, c'est aussi des zones à préserver en termes de non-arrachage, puisque si on est encore dans la zone verte, on peut facilement basculer si on va arracher ici et là, dans ou proche de ces zones-là. Ensuite, il y a les zones jaunes. Alors là, on a passé le seuil de fonctionnalité, on n'est plus fonctionnel. Par contre, on n'est pas très loin de le redevenir. Donc, c'est des zones à prioriser en termes de replantation, en termes de colonisation, de recolonisation. Là, on voit se dessiner des continuums voilà, a priori de trames boisées. Et puis on voit des ruptures là de continuum, justement. Il peut être intéressant ici de favoriser le lien entre les deux. Euh, alors attention, je parle de continuum, mais en réalité, le grain bocagé, lui, encore une fois, c'est une approche structurelle, composition, agencement. Il va pas regarder la perméabilité du milieu. Typiquement, si on a ici une route qui passe en plein milieu, le grain bocagé ne va pas le voir. Donc, c'est une approche qui doit être complémentée par d'autres approches. Typiquement, une carto, des grands éléments fragmentants du paysage, par exemple, ça serait à minima intéressant. Ensuite, on a les zones blanches. Alors, les zones blanches, c'est des zones qui sont très ouvertes, trop ouvertes du point de vue du grain bocagé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous allez planter une haie ici en plein milieu de la zone blanche, ça ne va pas changer grand-chose. Vous n'allez pas gagner effectivement rapidement de fonctionnalité en termes de grain bocagé. J'insiste là-dessus. C'est-à-dire que si vous avez sur le même territoire une grosse problématique d'érosion et que voilà, ici il y a des fortes pentes, c'est peut-être là qu'il fallait planter des haies en priorité. Donc voilà, c'est une approche fonctionnelle, regarder une seule fonction, mais ça doit s'intégrer dans une approche multifonctionnelle en regardant d'autres aspects. Je finirai ma première partie sur cette carto, où moi ce que j'aime bien faire, c'est déjà aller repositionner sur cette carto de grain bocagé à 4 classes, on l'appelle, les zones d'habitation, parce que le grain bocagé n'est pas interprétable dans ces zones-là, donc c'est important de ne pas... On le calcule partout, mais après on applique les zones d'habitation, alors typiquement celle de la baie des topos de l'IGN, qui est très intéressante, et ça permet de dire, voilà, on a calculé, mais on ne regarde pas ce qui se passe ici, on n'interprète pas au centre de la ville les continuités. Et puis, je repositionne aussi les types d'éléments boisés, parce que c'est intéressant de relire comme ça le grain bocagé. Pourquoi est-ce qu'il fonctionne comme ça? Par exemple, ici, on avait une zone bleue, mais en fait, c'est parce qu'on a un massif forestier, c'est tout à fait normal. Mais là, on a vraiment une zone bleue qui est due à un maillage bocager très serré. Donc ça, c'est intéressant. Si on veut replanter ici des haies dans la zone jaune, on peut commencer à lire un petit peu comment il faut le reconstruire. Et puis, je disais tout à l'heure que les zones blanches n'étaient pas forcément les zones à prioriser. En réalité, ici, dans cette zone-là, on voit qu'en fait, on a des fossés. A priori, c'est ça, des fossés avec des arbres tous les 15-20 mètres, les uns derrière les autres. Et en réalité, il serait beaucoup plus facile d'aller recoloniser cette zone-là, tout simplement en travaillant avec l'exploitant ou, voilà, ou la communauté de communes qui se trouve ici, à qui appartiennent ces haies-là, pour voilà, revaloriser ces fossés et puis refaire partir de la végétation dessus. Voilà, je m'arrête sur cette partie-là. Ah oui, alors juste, quand même, on a regardé un petit peu ce que ça donnait pour d'autres espèces, notamment les faisans, qui sont plutôt des espèces des lisières. Et ce qu'on voit, c'est que
et ben là encore, ça ne fonctionne pas avec une approche linéaire. Le faisant, effectivement, va être capté des grains bocagés intermédiaires. Et ça, c'est intéressant de voir qu'il pourrait y avoir des zones intéressantes pour plusieurs espèces en même temps avec des comportements différents. Et enfin, le muscardin, là c'est encore très intéressant parce que statistiquement, il n'est pas corrélé au grain bocagé. Il a seulement 1,2% d'explicabilité par le grain bocagé de la répartition du muscardin. Ça, c'est un travail de Thomas Dubot du groupe mammalogique breton. Et en réalité, regardez la cartographie de représentativité en rouge du muscardin. On voit que c'est très corrélé spatialement à l'expression même du grain bocagé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aller favoriser le grain bocagé, c'est aussi favoriser le muscardin. Je vous remercie. Alors, merci Hugues pour cette première présentation. Du coup, on a des questions par rapport aux espèces. On te demande dans quelle mesure tu as intégré la biodiversité fonctionnelle pour comparer les paysages A et B. Qu'est-ce qu'on appelle la biodiversité fonctionnelle? Donc, c'est la biodiversité qui a des intérêts agronomiques. Alors là, dans ce cadre-là, on n'a pas fait ça, hein. Là, enfin, peut-être qu'on peut d'abord faire la présentation de David on reviendra parce qu'ils vont aussi parler de la biodiversité. Donc, je pense que ce serait intéressant d'avoir cette discussion plutôt après, Sarah, si tu veux bien. Pas de souci. Et je vais Euh, regarder. alors, pareil, peut-être qu'on aura la réponse dans la présentation de David sur l'intégration entre les carabes forestiers et les espèces agricoles qui passent l'hiver dans les deux carabes, du coup. On aura un début de réponse où je pourrais l'évoquer dans mes commentaires. D'accord. Alors, sur un aspect plus technique, du coup, lié au grain, dans quelle mesure on récupère les données, pardon, pour les arbres isolés? Ah, l'accès aux données, on va en parler après dans la deuxième partie. Ok. Et dernière question, on demande plus de clarifier un peu le calcul entre le stade de la cartographie et le seuil. Revenir un peu sur la transition à ce niveau-là. Ouais, ben, c'est une analyse qui a été faite par Jacques Baudry et David Roland. Donc voilà, c'est une analyse statistique qui montre qu'il y a, quand on regarde les abondances carabiques par semaine dans les haies qui ont été échantillonnées dans le cadre du projet 1, ce qu'on voit, c'est que c'est pas un effet linéaire. Il y a pas, c'est pas un effet plus c'est ouvert, moins il y a d'espèces. C'est un effet seuil, c'est-à-dire que à un moment donné, il y a des présences de biodiversité forestière, de carabes forestiers, et à un moment donné, il y a une rupture. Et c'est ça qu'on appelle le seuil. On va l'illustrer. Ouais. Je pense qu'il y a encore une question, mais sur l'intérêt du grain bocager pour l'aménagement du territoire, et je pense que c'est ce vers quoi on va s'orienter. Petite précision, donc le webinaire est enregistré et sera diffusé en replay, donc vous pourrez avoir accès au support à travers cela. On peut passer à la suite, du coup, David. Vous voyez mon écran? Pas encore, non. Euh, tu reprennes la main sur le partage. Là, c'est bon, ça arrive. C'est bon, tu peux y aller. J'ai un bandeau qui me gêne. Ok. Euh, donc au niveau de la validation des différents seuils, effectivement, donc on a fait des relevés de biodiversité, hein. Hugues l'a expliqué à travers ce programme. Donc on intitulait Bocage biodiversité, donc qui s'est déroulé de 2015 à 2020 grosso modo. Donc on a fait des relevés donc de biodiversité. On s'est appuyé sur deux taxons, donc les coléoptères carabiques et les plantes. Pour les carabes. Donc 116 haies avaient fait l'objet donc d'inventaire et avaient fait également l'objet de descriptions avec notamment les critères que l'on rencontre dans le module biodiversité du plan de gestion durable des haies. Ce qu'a présenté Hugues, c'est que effectivement, par rapport à l'activité densité des coléoptères carabiques, donc qui correspond à leur abondance, eh bien on a cet effet de seuil, donc cette absence de linéarité
entre en fait l'état du réseau bocager et l'abondance des carabes avec ce seuil à 0,33 à partir duquel eh bien, on observe en fait un effondrement des populations de carabes. Si je m'intéresse à deux écotypes, hein, les espèces qui sont plutôt liées au milieu ouvert et les espèces forestières ou liées à l'arbre ou à l'ambiance forestière, eh bien, on a des comportements différents. Pour les espèces agricoles, donc on a en haut ici sur l'écran, eh bien, on se rend compte que plus le grain bocager est grossier, c'est-à-dire que plus le paysage est ouvert, donc moins les arbres sont présents, eh bien pour elles, c'est un petit peu c'est leur panacée, hein, c'est-à-dire que le cadre de vie eh bien, leur est favorable et leur population eh bien, montre une progression au gré de l'ouverture des paysages. En bas, j'ai affaire à deux espèces forestières qui présentent des patterns différents quant à l'ouverture du paysage. À gauche, la Procellus vernalis, une espèce qui est très forestière, mais en même temps très présente, très commune dans les bocages dès lors qu'ils sont fermés. Eh bien, elle est vraiment très sensible à ce degré d'ouverture des paysages et dès lors que le grain eh bien, tend vers 1, moins il est abondant jusqu'à un seuil, jusqu'à un niveau rapidement atteint où l'espèce disparaît du paysage. À droite, on a une espèce qui est plutôt caractérisée de lisière, donc Pterosticus madilus, qui elle va présenter une certaine en fait résistance au degré d'ouverture du paysage et donc va réussir à maintenir ses effectifs jusqu'à un seuil où effectivement, eh bien là, l'habitat ne lui correspond plus, ça ne correspond pas à un optimum pour elle, et là on observe les densités déclinées. Donc c'est intéressant parce que cet effet de seuil en fait eh bien nous permet de distinguer en fait les paysages qui vont être fonctionnels en fait pour l'accueil des espèces forestières des paysages qui ne le seront plus. Et ça c'est essentiel de bien le comprendre parce que notamment lorsqu'on parle de la haie comme corridor écologique, couloir de déplacement notamment pour des espèces pour se rendre d'un patch d'habitat vers un autre patch d'habitat, en fait, c'est à destination des espèces qui vont être justement liées aux arbres. Il faut qu'elles puissent interagir entre elles et pouvoir se déplacer avec un habitat qui leur conviendra, et la haie assure ce rôle. Donc, c'est essentiel que la haie soit dans un état fonctionnel, c'est essentiel que le paysage soit dans un état fonctionnel pour assurer ces continuités écologiques. Et donc, on a voulu croiser en fait ces deux approches, ces deux échelles fonctionnelle et de percevoir en fait la relation qu'il pouvait y avoir entre l'échelle du paysage et l'échelle de la haie. Donc pour cela, comme je le disais, on a décrit l'exhaustivité des haies dans lesquelles on avait réalisé des inventaires de biodiversité en utilisant notamment les critères biodiversité donc inscrits dans le plan de gestion durable des haies, donc et qui permettaient donc au terme des descriptions d'affecter une note à la haie. Et forcément, on avait les valeurs de grains bocagers. Donc, on a croisé ces données-là avec l'abondance des carabes forestiers. Et donc, on a observé, donc, comment tout à l'heure Hugues l'évoquait, hein, 3 fois plus de densité dans les haies qui se situaient dans un grain donc inférieur à 0,33. Mais il s'avère aussi que les espèces de coléoptères carabiques forestiers étaient également 2 fois plus abondants dans les haies qui présentaient une note supérieure à la moyenne. C'est-à-dire que au gré des descriptions en fait de la qualité des haies, donc permettant de caractériser le bon état écologique de la haie, eh bien les fortes densités de coléoptères carabiques forestiers se trouvaient dans des haies de bonne qualité, donc présentant une note supérieure à la moyenne et inscrite dans un bocage ayant une valeur de grain inférieure à 0,33. Donc, on a ici, donc sur la partie droite du graphique, eh bien, certaines haies, vous le voyez dans la partie haute, qui présentent des qualités excellentes, hein, donc qui ont une excellente note biodiversité, mais elles sont dans un paysage dégradé et on se rend compte que c'est pas optimum pour obtenir des carabes forestiers.
Dans la partie basse, à gauche, on a des haies, alors là pour le coup, qui sont dans un état dégradé, mais inscrites dans une maille bocagère de qualité, donc avec inférieur à 0,33. Et là également, on se rend compte que c'est pas un optimum pour accueillir des coléoptères carabiques forestiers. Ce qui nous permet de conclure un certain enseignement, c'est que pour avoir des espèces forestières dans le paysage, il faut intervenir aux deux échelles. Donc c'est important d'avoir un paysage fermé, donc à grains fins, et également une haie en bon état. Et donc là, forcément, intervenir avec, si tel n'est pas le cas, avec le gestionnaire pour améliorer ses pratiques et essayer de rétablir le bon état écologique des haies. Donc, on a réalisé également des relevés floristiques dans ces haies et on a obtenu en fait les mêmes résultats. C'est-à-dire que les fortes abondances d'espèces forestières eh bien, se trouvaient donc dans des haies. Alors là, c'était encore plus réactif, hein, donc qui présentait une note, alors non pas supérieure à la moyenne, mais supérieure à 65 points sur 100, dans des haies, justement, dans des paysages également, alors beaucoup plus fermés aussi que pour les coléoptères carabiques, c'est-à-dire le seuil était plutôt à 0,3 que 0,35. Donc voilà, également pour la flore, il faut une haie de bonne qualité, inscrite dans un paysage de qualité pour que ce soit accueillant pour la flore forestière et que la haie serve également de corridor pour les espèces végétales. Donc ensuite, à partir de cet enseignement, en fait, on a défini ces différentes classes. Donc Hugues les a présentées tout à l'heure. Donc en bleu, on peut considérer que le paysage est vraiment fonctionnel à la fois pour accueillir de la flore forestière, à la fois pour accueillir de la faune forestière. Donc c'est un petit peu ce qui va représenter nos réservoirs de biodiversité dans nos paysages ouverts agricoles, hein. Et en vert, on va déjà avoir un paysage qui sera un petit peu moins fonctionnel. Donc, il le sera encore pour la faune, mais déjà un petit peu moins pour la flore. Et donc là, il y aura quand même des efforts à réaliser pour essayer de renforcer cette fonctionnalité. En jaune, Hugues le présentait, on est dans ces conditions où on est un petit peu en transition vers, on va dire, le dysfonctionnement du paysage en matière d'optimum d'accueil pour la biodiversité. Mais c'est des espaces qui sont assez facilement reconquérables, à condition d'imaginer réaliser à la fois des actions sur, on va dire, l'état écologique des haies, mais également des actions sur le rétablissement de continuité en imaginant des projets de plantation. Donc ensuite, suite à un petit peu cette connaissance et cette, comment dirais-je, approche en matière de fonctionnalité du paysage via le grain bocager, eh bien, on va essayer de voir comment on peut l'utiliser pour envisager justement des améliorations de la capacité d'accueil des exploitations agricoles. Donc ici, eh bien, j'ai positionné une exploitation agricole, hein, donc, qui se situe donc, sur une commune des Côtes d'Armor. Donc là, pour obtenir ce parcellaire, eh bien, avec l'accord évidemment du propriétaire, avec l'accord de l'exploitant, j'ai récupéré son numéro package et via le RPG, donc le répertoire parcellaire graphique, eh bien, j'ai pu obtenir cette carte du parcellaire agricole. Donc autrefois, c'est vrai qu'on imaginait nos aménagements simplement en positionnant nos exploitations sur des photos aériennes, mais on se rend compte que ce n'est pas suffisant en termes d'informations transmises et en termes derrière de facilité, on va dire, de proposition d'action en lien avec la fonctionnalité des territoires, ce n'est pas suffisant. Et le grain va nous apporter eh bien, beaucoup d'autres informations. Donc, c'est essentiel lorsqu'on intervient sur une exploitation, justement, de bien expliquer aux gestionnaires un peu les différentes étapes qui nous permettent de construire la carte, on va dire, de son territoire. Et notamment d'expliquer comment c'est construit pour justement qu'ils comprennent aussi les propositions qu'on lui fera. Donc simplement aujourd'hui, enfin sur cette carte, l'exploitation est positionnée sur la distribution des éléments arborés du territoire avec y est distingué les différentes formes. Donc selon que j'ai affaire à des arbres isolés, des bosquets ou des haies. Ici, on a les hauteurs de boisement, donc traduit par comment dirais-je, le modèle numérique de hauteur des canopées, donc une information transmise par l'IGN. Donc, ça permet de voir aussi, de percevoir la hauteur des haies de l'exploitation.
Ensuite, eh bien, la carte de distance d'influence, puisque les éléments arborés, selon qu'ils aient une forme d'arbre isolé, de haie ou de bosquet, vont pas avoir les mêmes effets microclimatiques sur leur environnement. Et puis ensuite, eh bien, la carte du grain avec la position de l'exploitation dans son paysage. Mais moi, en tant qu'aménageur ou en tant qu'animateur technique qui va faire des propositions, on va dire, d'aménagement pour optimiser l'accueil de la biodiversité, ça ne va pas me suffire. C'est-à-dire qu'uniquement avec le grain, eh bien, ça fait abstraction en fait d'autres services écosystémiques essentiels et d'importance et en fait, que ne me permet pas de visualiser le grain bocagé. Donc, sur cette carte, en fait, j'y ajoute les courbes de niveau, j'y ajoute le réseau hydrographique. Alors ici, je ne l'avais pas à disposition, mais lorsque la couche existe, j'y positionne également la carte des zones humides et ça me permet ensuite d'envisager des aménagements. Alors d'abord, je perçois la responsabilité de l'exploitation, ou tout du moins sa contribution au fonctionnement écologique de son territoire par son positionnement. Donc là, on se rend compte d'un simple coup d'œil que globalement, cette exploitation, elle est plutôt en situation favorable. Et ensuite, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a aussi des parcelles qui sont en zone blanche et où, on va dire, l'absence d'éléments arborés autour de ces parcelles, eh bien, font que le paysage a perdu de sa fonctionnalité, à la fois à travers les effets microclimatiques traduits par le grain, à la fois, mais indirectement, également pour l'accueil des espèces. Donc là, ici, on se rend compte que sur les parcelles en blanc, eh bien, soit on est en zone blanche parce que le bocage est discontinu, parce que CS sont sans doute pas suffisamment hautes ou pas suffisamment larges. Et donc, ici, par exemple, vous voyez ma souris, eh bien, j'envisage de retravailler la gestion de cette haie par un changement en fait des différentes pratiques sylvicoles adaptées. On envisage également de fermer on va dire, avec des éléments arborés, avec une haie, le contour de cet îlot. Globalement également, sur la partie sud de l'exploitation, on envisage de recréer, de renforcer le réseau de haies pour essayer de joindre en fait ces deux îlots de biodiversité. Enfin, voilà, c'est-à-dire qu'avec cette carte, avec le grain bocager, avec les courbes de niveau, avec le réseau hydrographique, eh bien, ça me permet de faire des propositions en fait qui vont prendre en compte la préservation de la ressource en eau, qui vont prendre en compte la protection des sols, qui vont prendre en compte les effets microclimatiques sur leur environnement, qui vont prendre en compte, via le proxy représente le grain, la continuité du paysage pour les espèces à affinité forestière. Et donc, à plus vaste échelle, donc Hugues, tout à l'heure, y a fait allusion, eh bien, ça me permet de voir, hein, donc en ayant positionné les éléments arborés sur la carte du grain, eh bien, ça me permet, moi, en tant qu'aménageur, animateur de territoire, eh bien, de prioriser un petit peu les actions et de percevoir eh bien, les actions de gestion à mener, à la fois ici, parce que le linéaire de haies est présent, parce que les arbres sont encore bien présents dans la matrice, eh bien, de travailler avec les gestionnaires concernés à l'amélioration de leurs pratiques. Et puis, dans les zones qui sont vraiment dénudées et où l'arbre est devenu quasiment absent, eh bien là, c'est d'orienter des actions de reconstitution bocagère, soit par plantation, soit par régénération naturelle. Je vous remercie. Eh bien, merci David pour cette présentation qui complète du coup bien celle d'Hugues juste avant. C'était très intéressant. Je vais laisser la parole à Gladys Gonnet maintenant, de la Fédération départementale des chasseurs du Gers, donc qui va nous présenter un petit peu ce qui est fait au niveau du Gers sur le sujet. Hop, je vous partage mon écran. Vous avez mon écran? Oui, on voit bien. Okay. Bonjour à tous, Gladys Gonnet, directrice de la Fédération des chasseurs du Gers. Je vous propose de quitter un petit peu la Bretagne et de vous emmener dans le Gers, petit département du coup du sud-ouest. Donc nous, j'ai envie de dire, éco-paysage un petit peu foncièrement différent.
On n'est pas on va dire, dans un secteur particulièrement bocagé, mais pour autant, les préoccupations étaient les mêmes. On a voulu, donc, ça s'inscrit dans le cadre d'un programme qui était un petit peu différent de celui qu'a présenté Hugues en préambule. Mais en fait, on avait de grosses problématiques de coupe à blanc sur notre département. Et on a voulu vraiment s'inscrire dans le cadre, finalement, de la continuité des programmes de recherche-action qui ont pu être menés en Bretagne pour tout simplement améliorer finalement les connaissances qu'on pouvait avoir sur la fonctionnalité du réseau arboré sur notre département et pouvoir finalement, par le biais de cet outil Grimbo-KG qu'on a trouvé brillant quand on en a pris connaissance, pouvoir à travers cet outil finalement lancer de réels programmes derrière d'animation pour améliorer finalement la connaissance pour derrière participer à la résorption de ces problématiques des coupes à blanc sur notre département. Donc, en fait, dans le cadre de ce programme de recherche, donc nous, finalement, on a commencé par entrer en contact déjà avec toute cette petite équipe-là bretonne pour, comme je le disais, s'inscrire en poursuite de ce qui avait pu être initié, qu'on a trouvé brillant. Et on a vraiment structuré, nous, nos partenariats locaux pour pouvoir finalement réadapter l'outil au niveau de notre département. Parce qu'initialement, il avait été testé qu'en Bretagne, donc on trouvait ça intéressant quand on a échangé avec Jacques, Hugues et David il y a maintenant 3-4 années. On trouvait ça intéressant de tester finalement le Grimbo-KG dans un écosystème qui est fondamentalement différent. Donc ce programme-là, donc on l'a initié en 2021. On a voulu aussi tester donc sur un nouveau modèle d'étude les oiseaux parce que on avait la compétence aussi en interne au niveau de la fédération. Ça nous intéressait particulièrement de voir tout simplement si ce modèle pouvait nous permettre aussi de prédire la répartition des espèces aviaires sur notre département. Et on a voulu quand même encore une fois le conforter sur le modèle Carabe parce qu'on trouvait ça quand même relativement pertinent qu'il y ait cette crédibilité, cette validité de l'outil sur un modèle qui va parler aussi à nos agriculteurs, parce qu'on sait que 80% quand même de nos haies sur le département sont sur des parcellaires agricoles. Donc on trouvait ça intéressant d'avoir cette entrée quand même auxiliaire de culture sur le modèle. Donc, on a initié ça. Donc, on a fait donc en fait pendant 2 ans vraiment des suivis. Donc, il y a 300 haies sur le département, donc sur deux zones d'études différentes, hein, une plus en zone très pastorale et une autre zone d'études sur des paysages beaucoup plus céréaliers, où là, on a fait des suivis à la fois de carabes et d'oiseaux, donc 300 haies, donc à peu près 7000 oiseaux qui ont été identifiés, 20 000 carabes aussi, où je remercie encore aussi l'équipe de l'école d'ingénieurs de Purpan qui nous ont bien aidé aussi à la détermination des carabes. Et on a pu vraiment valider ce modèle d'étude du coup sur le Gers dans le cadre de ce programme de recherche. Je ne vais pas forcément trop rentrer dans la validation scientifique dans l'outil. Ça a été déjà largement repris par David, sachant qu'au final, on est malgré le fait qu'on est dans deux zones, on va dire, nationales complètement différentes, les résultats finalement étaient relativement similaires. J'ai remis simplement 2 graphiques. Donc le premier graphique, là j'ai remis le cas du suivi de l'abondance par rapport justement à l'outil Grimbo-KG sur le Gers, et j'ai remis à côté un des graphiques qui avait été produit dans le cadre des suivis carabes en Bretagne. Tout ça pour vous dire qu'en fait, qu'on soit dans le Gers ou en Bretagne, et qu'on travaille en faisant le suivi des carabes ou si on fait le suivi sur les oiseaux, finalement les tendances étaient globalement les mêmes et on avait toujours ce même effet seuil autour de 0,3 où on a constaté quand même un effondrement marqué de la biodiversité d'oiseaux forestiers et de carabes forestiers qui étaient présents au niveau du département. Donc, je vais juste, ça va vous demander une petite gymnastique, mais les cartographies, le code couleur n'est pas forcément le même, mais on parle bien toujours du même outil. C'est juste qu'on a changé un petit peu le code couleur parce que c'était plus parlant pour les acteurs avec qui on travaille. Donc là, c'est toujours le même outil. Donc les zones en verte, c'est, on va dire, le grain fin, c'est ces zones entre 0 et 0,33 à peu près. Donc les zones où finalement le grain est le plus fonctionnel en termes d'accueil de biodiversité forestière. Et plus on a une ouverture du paysage, plus on va vers une gamme de secteurs rouges. Donc là, c'est les zones où effectivement on avait eu un effondrement de biodiversité qui est lié à cette présence de l'arbre.
Donc en fait, nous, ce qu'on a trouvé vraiment pertinent et aujourd'hui dans l'expertise, donc maintenant que cet outil, il a quand même cette reconnaissance et cette validation nationale, nous, ce qui nous importait, c'était de derrière en faire un réel support d'animation pour engager derrière des actions à l'échelle à différentes échelles justement, des actions autour de la préservation de la trame arborée. Donc aujourd'hui, c'est un outil qui nous sert en fait à plusieurs échelles. On travaille beaucoup à l'échelle communale. Moi, je vais focaliser dans ma présentation beaucoup sur cette échelle-là, parce qu'après, mes collègues repartiront plus sur l'échelle agricole, du parcellaire agricole. Donc, il faut savoir qu'on l'a fait tourner aujourd'hui, par exemple, à l'échelle d'un PNR, donc c'est 6 intercommunalités, à peu près 160 000 hectares. On l'a fait tourner, donc je l'ai dit, beaucoup à l'échelle communale et à l'échelle aussi d'exploitation agricole. Donc aujourd'hui sur notre département, donc en fait, il faut savoir que on est rentré au début dans une grosse, on va dire, campagne de promotion de l'outil pour le présenter à tous les partenaires qu'on avait au niveau du département. Et derrière, on a vraiment insisté pour que cet outil soit vraiment un outil support, comme je le disais, pour engager des animations et des actions en faveur de la restauration de notre trame arborée. Donc aujourd'hui, il faut savoir que, et ça a toujours quelque part été le deal, c'est le parti qu'on a pris, hein, ça peut être aussi une stratégie différente sur vos territoires. Nous, le parti qu'on a pris, c'est de produire finalement cet outil, enfin ces cartographies, à partir du moment où derrière, comme je disais, on s'inscrivait dans une logique derrière d'accompagnement local. Donc aujourd'hui, le Grimpe Engagé, il a tourné sur, on va dire, bien les 3/4 de notre département. Et sachant qu'on peut le produire, j'insiste, partout en fait. Mais nous, on l'a produit sur ces secteurs-là, parce que derrière, c'est sur ces secteurs où on a engagé des efforts d'animation locale. Il y a des secteurs avec qui on travaille avec des acteurs comme le PNR, je l'ai dit, des acteurs plus à l'échelle aussi d'intercommunalité. Je vais beaucoup revenir sur un programme qu'on porte avec un PETR, où là, c'est 4 intercommunalités qui sont comprises dans ce zonage. Donc, je vais y revenir plus largement tout à l'heure. Mais on travaille beaucoup à ces échelles-là, et on a aussi des programmes beaucoup plus agricoles. On a GU2E notamment, donc un groupe d'agriculteurs qui est constitué sur le département, avec qui justement on s'est servi du support du Grimpe Bocagé pour derrière engager à l'échelle des exploitations des suivis plus engagés de restauration et de gestion de la trame arborée à l'échelle des parcelles agricoles. Donc aujourd'hui, le grain, il a tourné à ce stade sur 321 communes sur les 458 de notre département. Donc là, je vais revenir vraiment sur un des programmes. Je ne vais pas pouvoir vous détailler tous les programmes qu'on a engagés sur le département du Gers. Donc, le programme Tramvertan Pays d'Armagnac, c'est un programme qu'on a initié en 2024. Donc, en poursuite, j'ai envie de dire finalement du programme de recherche-action où on a pu valider scientifiquement l'outil du Grimpe Bocagé sur notre département. Donc, c'est un programme qu'on pilote avec un PETR. Donc, je vous disais, 4 communautés de communes qui sont concernées. Où, en fait, le Grimpe Bocagé, j'ai envie de dire, ça a été la brique initiale. C'est ce premier bloc de connaissances qui nous permet aujourd'hui vraiment de travailler sur de l'accompagnement, de la gestion, de la préservation, beaucoup d'animation et sur ces questions aussi de valorisation à l'échelle d'exploitation du bois qui peut être géré durablement. Donc là, je vais zoomer vraiment sur la partie, on va dire, connaissance de ce programme, hein, qui est beaucoup plus large, qui engage un gros partenariat et beaucoup d'acteurs sur notre département. Donc sur cette partie connaissance, donc en fait, nous, on a pris pour habitude en fait de produire tout un diagnostic, on va dire, fonctionnel à partir du Grimpe Bocagé sur le territoire. Donc là, en fait, le premier élément de ce diagnostic, donc là, j'ai remis à l'échelle, du coup, je vous le disais, des 4 intercommunalités. Donc on a remis la détection des éléments arborés sur ces territoires. Donc là, comme le disait Hugues, c'est vraiment l'élément initial qui nous permet de produire le Grimpe Bocagé. Donc on voit d'ores et déjà qu'il y a quand même une hétérogénéité de cette trame arborée. Il y a des zones qui sont beaucoup plus boisées déjà que d'autres beaucoup plus arborées. Donc là, maintenant, c'est l'étape du Grimpe Bocagé, donc par rapport justement à ce premier niveau de production. Je le rappelle, c'est les zones vertes, c'est les zones où on maximise finalement les effets fonctionnels de la trame arborée. Donc on produit toujours un petit peu en fonction on va dire, des acteurs qu'on a en face et des orientations qu'on va prendre. On produit toujours 2 cartes.
le grain continu qui nous permet de voir ce gradient, on va dire, de grain bocagé. Et derrière nous, ce qu'on trouve relativement intéressant, c'est le grain bocagé en 3 classes. C'est les mêmes classes que tout à l'heure, c'est juste, je m'en excuse, la couleur qui change. Entre 0 et 0,3, donc c'est les zones vertes. En bref, c'est les zones où il y a un fort enjeu de conservation aujourd'hui sur le territoire. Conservation à condition de bien gérer durablement, comme le disait Hugues en préambule. Les zones en jaune, c'est les zones intermédiaires, on va dire, entre 0,3 et 0,45 à peu près là, de grains bocagés. Donc, c'est des zones où finalement, un petit effort d'aménagement permettra de rapidement regagner de la fonctionnalité une fois que les haies se seront développées. Et les zones du coup en orange, c'est les zones du coup entre 0,45 et 1, donc les zones les plus ouvertes, là où il y a le moins de trames arborées. Donc, c'est les zones où là, par contre, ça nécessitera un effort d'aménagement beaucoup plus important. Donc là, toujours, moi, ce que je trouve intéressant dans ces livrables, c'est que le grain bocagé, ça peut à la fois être un outil très visuel. En un coup d'œil, on l'a vu avec les cartes notamment de David qui étaient très, très parlantes. On peut rapidement, finalement, lire des préconisations d'aménagement. Mais ce qu'on aime bien indexer dans nos rapports, et c'est notamment très intéressant pour tout ce qui est livrable dans le cadre de l'élaboration des PLUI, c'est qu'on a toujours aussi des indicateurs qui sont chiffrés, qui sont quantifiés. C'est-à-dire qu'à l'échelle là, de mon PETR ou des 4 intercommunalités, on a pu quantifier les surfaces qui étaient aujourd'hui fonctionnelles, où il y a un fort enjeu de préservation. Donc aujourd'hui, à l'échelle de ce territoire, là, si on prend les 4 intercommunalités, c'est 44% là, de la superficie, c'est les zones vertes, là, 44% aujourd'hui sur cet état des lieux initial qui est fonctionnel. Et à côté de ça, on sait que voilà, il y a des choses engagées sur le reste. Donc, ce qu'on trouvait intéressant, finalement, on s'est dit, on a vu de longs échanges avec Hugues, c'est vraiment un beau travail partenarial qui s'est engagé derrière. On s'est dit, c'est super d'avoir cet état initial, on va dire, mais derrière, nos élus, notamment, auront besoin de conseils sur de la préconisation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a cet état initial, nos élus ont besoin de se projeter, de savoir comment, finalement, ils peuvent améliorer la fonctionnalité localement. Donc, on a été derrière aussi sur des étapes plus de simulation. Donc là, j'ai juste remis un petit zoom avant de revenir sur ces simulations à une échelle plus petite. Donc en fait, à chaque fois, donc on a ce gros livrable qui est produit à l'échelle des intercommunalités. Et derrière, pour que les élus s'y retrouvent, on sait bien que c'est l'échelle de la commune aussi qui va beaucoup parler. Donc on ajoute toujours des cartographies aussi à l'échelle vraiment des communes, où là, on laisse apparaître, comme David l'a montré tout à l'heure, le réseau hydrographique. On met toujours les voiries, parce que ça laisse déjà percevoir quelques petits aménagements qui pourraient se dessiner, typiquement pour reconnecter nos zones vertes qui sont déjà présentes. Et je mets toujours en noir les éléments arborés qui sont déjà présents. On voit notamment d'ores et déjà qu'il y a quand même un effort engagé sur nos cours d'eau. Sur le département, on a beaucoup de cours d'eau qui ne sont pas bordés de haies. Pourtant, on a cette bande tampon qui est présente et qui peut tout à fait être arborée. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il y a quand même un gros levier d'action à engager à ce niveau-là, parce que déjà sur cette cartographie, donc là où on voit, donc c'est cette commune, il y a 33% à peu près de fonctionnalité sur cette commune, et on sait qu'il y a quand même une grosse partie aujourd'hui qui peut être réaménagée, notamment au niveau de ces cours d'eau. On le voit, il y a beaucoup de cours d'eau bleus où il n'y a pas de noir par-dessus, tout simplement parce qu'ils ne sont pas aujourd'hui arborés. Et on sait d'ores et déjà qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là. Pareil au niveau des voiries, on voit que sur cette commune, notamment, il y a beaucoup de voiries, de petits chemins, des chemins ruraux qui ne sont pas arborés et où il y a certainement des choses à imaginer. Donc c'est là où je voulais en venir. En fait, on a imaginé au début, donc avec Hugues, cet aspect de simulation. Donc aujourd'hui, il faut savoir que c'est quelque chose. Je vais vous présenter un petit peu les prémices de quelque chose qui va être redéveloppé en lien aussi avec David Roland plus tard. C'est qu'en fait aujourd'hui, donc sur le Gers, on a pris le parti avec Hugues de vraiment Hugues, en fait, m'a vraiment acculturé sur tout ce qui est codage, on va dire, géomatique de l'outil, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur le Gers, on peut simuler la mise en place de ces aménagements. Mais l'idée, c'est qu'en fait, vous ayez à disposition, à l'avenir, au niveau de vos territoires, un outil clé en main qui vous permettra de faire ce que je vais vous présenter aujourd'hui, sans rentrer purement dans du codage géomatique, comme on peut le faire aujourd'hui sur le département. Donc là, je vais vous présenter les prémices de quelque chose qui devrait être disponible sur vos territoires. Donc là, c'est le deuxième bloc toujours de mes analyses qu'on produit à l'échelle des territoires. Donc, on fait toujours des simulations de revégétalisation au niveau des cours d'eau et des bords de voirie, notamment au niveau des chemins ruraux. On trouve que c'est des leviers qui sont intéressants.
Donc, notamment, par exemple, à l'échelle de ces PETR, on s'est rendu compte que sur le PETR, on avait, notamment par rapport aux cours d'eau, 363 km de cours d'eau qui ne sont aujourd'hui pas végétalisés. Sur les routes, pareil, on a route au niveau des chemins, notamment, où il y a quand même un levier d'action intéressant à engager, donc en lien avec les acteurs privés, parce que souvent on est aussi sur du domaine privé sur ces secteurs-là, ce qui peut ajouter aussi une part de complexité. Mais on a aujourd'hui sur ce territoire 56% des chemins notamment qui ne sont pas végétalisés, 70% des voiries communales, intercommunales qui ne sont pas végétalisées. Donc au niveau nous des simulations, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement imaginé la revégétalisation. Donc je le répète, donc il y a aujourd'hui donc le fait de revégétaliser ces 114 km de cours d'eau qui n'étaient pas végétalisés et ces 1400 km de voiries qui n'étaient pas non plus arborées. On se rend compte qu'avec ceci, donc là j'ai mis les cartographies, c'est l'effet avant-après. La carte de gauche, c'est l'état initial qu'on a produit sur une des intercommunalités. On voit qu'il y a quand même beaucoup de zones qui sont très, 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 très dégradées, c'est les zones rouges. Et la carte à droite, c'est la carte après cet effet de simulation. Donc on voit finalement que le simple fait, sans reparler finalement de redécoupage parcellaire, là on a revégétalisé donc les cours d'eau et les bords de voirie, on se rend compte qu'il y a quand même moyen d'avoir un avant-après qui est très très parlant, même si là bien sûr on est parti d'une grande échelle, on est bien conscient que on ne pourra pas demain forcément engager de l'action systématique sur toutes les voiries, sur tous les bords de cours d'eau, parce qu'il y a bien sûr d'autres enjeux, notamment sur les voiries, des enjeux sécuritaires à prendre en route. Mais mine de rien, on se rend compte que le fait de quand même, localement, presque intéressant, c'est de zoomer sur des zones très locales. Le fait de voir cet effet avant-après, il y a quand même un effet, un gain de fonctionnalité très rapide qui peut être engagé. Voilà, très rapidement, après je céderai la parole à Yann Guess. Sur ce programme, ce qui est intéressant, c'est que nous, derrière le Grain Bocagé, on s'est rendu compte que ça a eu une réelle plus-value sur notre territoire, parce que ça nous a permis d'aller beaucoup plus loin en termes d'expertise, d'avoir l'attention d'acteurs de qui on n'avait pas forcément l'attention jusqu'ici, parce que c'est un outil qui peut parler vraiment à beaucoup de monde, parce qu'il a beaucoup d'entrées. Donc ça nous a permis derrière de vraiment rentrer dans des logiques, comme je disais, d'animation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le fait d'avoir produit ce diagnostic sur 4 intercommunalités, il faut savoir que sur ces 4 intercos, il y en a quand même 3 qui partent sur ou de la révision pour une des intercommunalités ou de l'élaboration de PLUI. Donc il faut savoir que vraiment ce travail, il a été repris, il est repris en ce moment par les bureaux d'études dans tout le travail de diagnostic environnemental, et ce sera utilisé derrière dans la partie vraiment élaboration des préconisations, de la partie réglementaire, pour les réflexions de protection, d'outils de protection qui pourraient être appliqués sur la trame arborée. Derrière, on a fait aussi beaucoup d'animations locales, que ce soit des animations en pied de haie, pour parler vraiment à des acteurs vraiment au plus près du terrain, à des gestionnaires, de l'enjeu qu'il y avait localement à mieux gérer cette trame arborée et à la restaurer. Donc voilà, ça, on a réellement mesuré cette plus-value, et j'invite vraiment d'autres territoires à suivre les logiques qu'on a pu suivre sur le département du Gers. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Gladys pour cette intervention aussi, tout aussi intéressante, qui permet d'avoir un petit peu un focus sur l'utilisation du grain bocagé, mais ce coup-ci à l'échelle départementale et intercommunale, comme tu l'as présenté. Je vais passer rapidement la parole à Yann Gouès, qui lui aussi va nous faire une petite présentation sur le grain bocagé. Oui, bonjour, merci. Merci Gladys aussi pour ta présentation. Donc moi j'apporte juste un petit complément, un petit témoignage en plus de l'usage de du grain bocagé sur notre territoire. Donc on est situé dans le Finistère. On est un syndicat producteur d'eau potable et on porte avec d'autres collègues des EPCI voisines des actions sur le bocage évidemment. Donc on est sur un territoire au nord de Brest sur 56 communes, donc qui s'appelle le Baléon. Et donc cet outil, en fait, avec le travail de Hugues notamment, qui nous a produit ces cartes de grain bocagé il y a quelques années déjà. En fait, on les utilise très régulièrement, quasiment toutes les semaines. Elles sont ouvertes sur nos SIG. Et comme le disait Gladys, on les utilise à plusieurs échelles. Nous, on a pu les utiliser dans le cadre aussi des révisions des PLUI de nos territoires.
jusqu'au schéma de cohérence et d'orientation territoriale, le SCOT, du Baléon. Et puis les communes qui ont également des atlas de biodiversité, donc les ABC, sont très intéressées par ces cartes-là. Comme vous avez pu le voir, hein, ça nécessite forcément de commenter les résultats. Hein, c'est pas juste fournir ces données pour les différents services. Il faut les analyser derrière. Euh, et ça suscite justement des échanges intéressants et pertinents au niveau des instances, différentes instances de planification aussi territoriale, euh, pour élaborer ces différents documents notamment. Ces cartes-là, on les a croisées aussi avec d'autres données, hein, comme Hugues en a un petit peu abordé au début de sa présentation, sur les continuités prairies, zones humides, sur l'érosion des sols également. Euh, et toutes ces données en fait croisées permettent d'avoir une bonne vision en fait des enjeux d'un territoire, hein, et puis des enjeux liés au bocage, en définissant finalement des zones là où il y a un enjeu pour réaliser la construction de talus ou de plantation de haies, là où il y a un enjeu davantage de restauration des haies existantes, enfin, etc. Et c'est un outil, comme vous vous en doutez, je pense, pertinent, hein, pour les techniciens bocage comme on est, pour l'élaboration des projets bocagers, justement de faire aussi certaines simulations, hein, derrière, de conseils auprès des agriculteurs, notamment ceux qui sont bénéficiaires des aides à la gestion durable, donc lié au MAEC bocage, sur la gestion des haies. Et puis, c'est un outil de sensibilisation, comme vous avez pu le voir, très visuel, à différentes échelles. Et c'est ça qui est intéressant, enfin, que nous, on trouvait ça pertinent de l'utiliser à l'échelle d'une exploitation jusqu'à des échelles de territoire interco, voire plus. Euh, et Gladys, tu peux passer à la suivante, juste pour compléter, si tu veux. Merci. Pour compléter le témoignage, en fait, ces données de grains bocagers que l'on a sur notre territoire, on l'utilise aussi pour le travail de développement de la gestion durable des haies et notamment de la filière de valorisation du bois sur notre territoire. Et ça nous a servi aussi d'argumentaire, hein, quand on a déposé notre candidature auprès de l'ADEME dans le cadre du pacte de la haie sur la partie filière de gestion durable des haies. Parce que en fait, on peut le voir sur nos territoires, on a des haies, mais des haies dans un état plutôt moyen, et donc on est sur un grain aussi bocager assez grossier, hein. On est sur le seuil limite, on est à 0,3 quoi, pour faire simple. Et donc en travaillant avec Hugues, Hugues nous a extrait en fait ce grain qui est juste sur le seuil de basculement en fait entre un grain qui n'est plus du tout fonctionnel d'un grain qui peut l'être. Et c'est en fait ces zones-là, pour résumer, qu'on priorise pour développer des pratiques de gestion durable des haies, même si évidemment il faut le faire partout, mais ça montre, enfin on le voit bien sur cette carte-là, en fait, quasiment tout notre territoire est concerné par cet enjeu de pratique de gestion durable, par cet effet de seuil justement, comme on a pu le dire déjà avant par Hugues ou David. Voilà un peu pour ma petite contribution à ce webinaire. Sarah, je te laisse prendre la main pour la partie questions-réponses. Pardon. Donc, il y a eu beaucoup de réactions et je remercie David et Hugues qui font l'effort de répondre aussi au fur et à mesure. Alors, on a pas mal de questions. On va revenir dessus du coup sur les notions de seuil et de la réplicabilité sur d'autres territoires que la Bretagne ou le Gers. David, si tu peux répondre sur ces éléments-là, dans quelle mesure voilà, ce seuil qui a été défini en Bretagne est potentiellement réplicable ailleurs.
Ouais, donc effectivement, bon, d'abord, ça représente des premières données, donc on les a obtenues en Bretagne. Donc, si on veut faire preuve d'une extrême rigueur scientifique, évidemment, c'est relativement peu réplicable. Après, à travers un exemple, celui du Gers, c'est bien, on se rend compte quand même que à la fois pour les coléoptères carabiques, à la fois pour les oiseaux, on est sur une gamme de seuils qui est quand même relativement proche ou similaire. Actuellement, donc, il y a des relevés qui sont aussi réalisés en région Aura par les collègues des fédérations de chasseurs et on espère aussi qu'ils vont réussir, puisque l'étude est en cours, hein, à identifier les seuils qui permettront d'ajuster aussi les différentes classes pour percevoir cette fonctionnalité des paysages pour les espèces, quoi. Évidemment, ces premières données donnent une indication. Il ne faut pas toujours les prendre à la lettre ou se laisser une marge on va dire, un petit peu d'incertitude autour de la valeur pour ensuite envisager des aménagements. Après, il faut bien, plutôt que de prendre des choses à la lettre et être sur du noir-blanc, hein, que c'est surtout un outil de discussion. Et lorsqu'on est à la marge de ces seuils, eh bien, l'objectif est toujours de pouvoir faire du conseil d'aménagement et envisager ou porter le message de renforcer des mailles bocagères ou de travailler sur la restauration de la qualité intrinsèque des haies d'une exploitation agricole. C'est forcément, on va dire, ce sur quoi on s'appuie pour essayer d'être plus efficace. Il y avait aussi plusieurs questions sur les espèces floristiques qui ont été choisies pour cette étude, pardon. Donc, comment vous avez défini, enfin voilà, on est sur les espèces ligneuses, les espèces herbacées. Est-ce que tu peux repréciser un petit peu Oui, ce qui a été pris en compte? oui, oui, oui. Et donc, on est resté sur toutes les espèces, on va dire, donc herbacées et ligneuses. Donc, on a essayé d'être le plus exhaustif possible. On a fait nos inventaires avec le concours du Conservatoire botanique de Brest. Donc, évidemment, on s'est pas intéressé. On s'est intéressé on a pris en compte les fougères, mais pas les mousses. On n'a pas pris en compte non plus la fonge, mais notamment avec les ligneux, semi-ligneux et herbacés. Enfin voilà, c'est ce qu'on a pris en compte. Et ensuite, on s'est intéressé aux écotypes de ces espèces et pour identifier justement les cortèges d'espèces un petit peu, enfin les écotypes représentatifs et bioindicateurs. Et ensuite, c'est avec ce pool d'espèces qu'on a qu'on a réalisé nos traitements, quoi. En prenant en compte essentiellement les herbacées, en fait. Alors après, j'avais vu une question dans le chat où évidemment, ces espèces-là ont des écologies complètement différentes de ce qu'on rencontre en espace ouvert agricole, qui sont plutôt des espèces de lumière. Mais justement, je me répète, hein, mais ce qu'on attend d'un bocage et d'une haie, c'est qu'elle soit fonctionnelle justement pour servir d'habitat temporaire permanent ou surtout de corridor écologique pour les espèces et également la flore, il ne faut pas l'oublier. Et donc, forcément, il faut avoir des haies qui présentent des caractéristiques justement qui vont entretenir un microclimat proche de celui qu'on rencontre en forêt. Donc, miser notamment sur la largeur des haies, absolument essentiel pour maintenir ou restaurer de la fonctionnalité. Alors, c'était justement une des questions qui est revenue aussi un peu, comment on évalue la qualité des haies. Donc, est-ce que tu peux préciser rapidement les indicateurs Oui. de la qualité de la haie? Alors là, on s'appuie sur un module qui commence à sortir de son cadre initial. C'est ce qu'on appelle le module biodiversité qui a été intégré au plan de gestion durable des haies, qui s'appuie sur notamment 9 variables où on prend en compte donc l'embase de la haie, donc la façon dont elle est implantée au niveau topographique sur le sol. Donc forcément, ça prend en compte la largeur de la haie et on précise si elle est, on va dire, érigée sur un promontoire qu'on appelle communément le talus dans beaucoup de régions de France. Donc ça a toute son importance. On note la présence et la largeur d'un ourlet herbacé. On note ensuite la présence et la largeur des différents étages. Donc, étage 1, donc moins de 30 cm de haut, étage 2 de 30 cm à 2 mètres de haut, étage 3 de 2 mètres à 7 mètres, étage 4 au-dessus de 7 mètres. Donc ça, la simple présence traduit la continuité verticale et ensuite on note la continuité horizontale de ces différents étages. On note la largeur de la haie, largeur de houppier. On note la richesse spécifique en espèces ligneuses et semi-ligneuses. On note enfin, je vais faire le tour, la présence des micro-habitats. Donc à la fois les micro-habitats liés à l'embase, à la partie, enfin au sol, quoi, hein, et également les dendros micro-habitats. Voilà un peu les 9 variables qui sont prises en compte. Et aujourd'hui, donc ce module, hein, qui a été vraiment développé donc, dans le cadre du plan de gestion durable des haies,
sort de son cadre initial pour servir aujourd'hui à caractériser des haies d'un territoire, quelle que soit l'échelle d'application. Alors, on a aussi donc beaucoup de questions sur l'application, enfin, comme les moyens pour s'approprier l'outil. Hugues l'a précisé plusieurs fois, il y a une formation qui est en cours de montage. Je ne sais pas, Hugues, si tu veux donner un peu plus d'éléments à l'oral à ce sujet-là. Ouais, j'en reparlais juste après, voilà, dans la deuxième Ok. partie, encore une fois. Mais oui, l'idée, c'est que on ait bien conscience qu'à travers les données qui vont être fournies, puis les outils qui sont fournis pour faire de la scénarisation, il y a besoin, voilà, de manipuler tout ça, de savoir le faire, de savoir lire les résultats. Et donc, on est en train de monter une formation en collaboration avec le réseau F-France et puis avec l'Institut EO. Très bien, merci. Gladys, il y avait une question aussi sur les actions qui ont été mises en place, du coup, après toutes les présentations que tu as fait sur ton territoire. Quels ont été les aboutissements? Je vous cache pas que l'AE, c'était pas le sujet en vogue avant qu'on monte ce programme sur le PETR. On avait du mal à accrocher les élus hein, sur ce sujet. On a fait, en fait, dès qu'on a produit Grain Bocagé sur le PETR, on a fait un gros comité de pilotage où on a réussi à réunir une centaine d'élus lors de ce comité de pilotage. C'était assez inédit, ça s'était jamais vu hein, sur notre département. À la suite de ce comité de pilotage, les élus, ils ont vraiment bien compris que ce qu'on attendait d'eux, c'est qu'ils fassent entre guillemets ce rôle de relais pour aller jusqu'au gestionnaire. Donc là, c'est un programme qui est assez récent, hein. Mais là, pour le coup, cette année, on s'engage dans la partie opérationnelle du programme. Donc là, ça part déjà sur bien sûr des actions de réaménagement avec de la plantation, régénération naturelle assistée au niveau des linéaires communaux. Sur les zones qui ont été diagnostiquées. Pour les trois intercos qui partent en PLUI, donc là, on est vraiment dans tout le travail d'intégration de ce diagnostic environnemental dans ce travail-là du PLUI. Donc là, c'est vraiment un travail qui est réintégré à ce niveau-là. On est parti aussi sur tout ce qui est derrière. On a eu de l'animation, donc on a fait en fait les élus ont justement pris à cœur ce rôle de relais. Donc sur certaines communes, on a pu du coup mener des animations pour présenter la carte du grain bocagé à l'échelle des communes, où là, il y a tous les gestionnaires de la commune qui étaient invités, donc notamment les agriculteurs. Donc là, on a pu présenter le diagnostic. Donc petit à petit, ça nous a permis de toucher des gestionnaires. Donc là, on fait du lien avec un second outil qui prend la suite. Hein, c'est le plan de gestion durable des haies, où là, il y a déjà des plans de gestion qui vont se faire sur quelques exploitations pilotes sur ce secteur-là, où comme ça, on pourra travailler finalement à double échelle, à la fois sur les linéaires publics et à la fois sur les linéaires privés. Et là, sur ce territoire aussi, ce qui s'engage, c'est on s'est rendu compte qu'il y a quand même 2 intercos où il y a quand même un beau potentiel de préservation, mais il y a aussi pas mal de linéaires qui sont très très vieillissants, des parties aussi boisement qui sont assez vieillissants. Donc là, on essaie vraiment de cadrer et d'amener des réflexions autour de la partie valorisation, mais avec quelque chose de structuré, chose qui n'était pas du tout le cas jusqu'ici, où finalement le bois qui était prélevé sur le département, ça s'en allait 2-3 départements plus loin. Donc là, on essaie vraiment, grâce à ce travail-là, d'amener une réflexion vraiment structurée sur ce territoire autour des questions de valorisation très locales, là pour le coup, et en circuit court. Merci, Gladys. Alors, une dernière question, même si on a déjà eu quelques éléments de réponse. Donc là, on a l'indice porte sur les carabes forestiers. Il y a des questions par rapport du coup à l'intérêt de maintenir un milieu aussi ouvert et donc pas, enfin, comment on prend ça en compte dans l'étude ici. Je ne sais pas si Hugo ou David voulait répondre par rapport à ça. Oui, Est-ce qu'on peut répondre? Pardon, vas-y, je non, t'en prie. excuse-moi, c'était par rapport aux espèces de milieux ouverts, c'est ça? Oui. Alors, c'est important de comprendre ce que je disais en diapo, voilà, préambule, c'est qu'en fait, les espèces de milieux ouverts vont accueillir d'autres biodiversités, d'accord? Donc, effectivement, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a des zones qui sont des zones de conciliation où on pourra avoir à la fois des espèces de milieux fermés et de milieux ouverts? La réponse à ça, elle dépend de beaucoup de choses. Elle dépend de la dynamique des trajectoires d'exploitation, elle dépend du contexte paysager local, elle dépend du climat, elle dépend de beaucoup de choses. Par contre, nous, ce qu'on observe dans les premiers résultats, et notamment c'était ce que j'essayais d'expliquer par rapport à l'analyse sur les faisans, qui sont plutôt des espèces de lisières,
il y a des zones de conciliation, on en observe. Et on observe un peu le même type de comportement. Alors là, j'ai pas les données à vous montrer, mais pour des carapes, pour le coup, qui sont plutôt dans les cultures. Ils vont plutôt avoir un rôle dans la régulation biologique, dans le fait de manger des ravageurs de culture, quoi. Et encore une fois, ces espèces-là alors, ne vont pas être dans un grain très fermé, ça c'est sûr. Par contre, elles ne vont pas non plus être dans un grain trop ouvert parce qu'elles ont besoin d'avoir une proximité à l'élément boisé. Et donc, effectivement, on peut penser à des conciliabules, voilà, ça et là, mais ça dépend toujours de la situation. Donc, il n'y a pas, on me demandait là dans les questions, est-ce qu'il y a un paysage idéal agricole? Non, il n'y en a pas. Il y a juste des situations différentes en termes de dynamique agricole et dynamique paysagère, et qui fait que, voilà, on peut analyser une situation et puis concilier parfois au pluriel, voilà, des fonctions. Mais c'est toujours à retravailler en connaissance de cause. Et le grain, ce qu'il vient faire, en fait, c'est donner juste une représentation d'un point de vue du territoire qui doit être, encore une fois, mis en comparaison d'autres points de vue. Et c'est la connaissance, et le regard, à travers le regard de ça, c'est la connaissance du milieu qui va permettre de prendre des décisions un petit peu plus éclairées. C'est ça, en fait, le but. De sortir de l'opportunisme. Tiens, un tel veut faire ça, alors je vais les planter chez lui il veut arracher, je vais essayer de faire en sorte qu'il ne le fasse pas. C'est de sortir de ça pour aller vers une stratégie voilà, globale d'appropriation du blocage. Et pour rebondir, ce qui est important dans l'aménagement d'un paysage, c'est de favoriser quand même globalement de l'hétérogénéité de situation pour essayer d'avoir une biodiversité la plus large possible, puisque forcément, selon les gammes d'habitat, on va pas avoir les mêmes communautés, hein, que ce soit végétal ou animal. Simplement, ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit aujourd'hui, c'est qu'on a globalement, et c'est une grosse tendance, hein, des paysages qui s'ouvrent. Donc, et aujourd'hui est identifié quand même comme menace sur le maintien de la biodiversité en espace agricole ouvert, la fragmentation des habitats et la diminution de la proportion des éléments naturels ou semi-naturels dans la matrice agricole. Donc, c'est évident qu'aujourd'hui, il faut quand même tendre pour essayer de augmenter en fait ces surfaces d'éléments naturels ou semi-naturels et puis essayer surtout de connecter les habitats pour assurer en fait les brassages qui permettent des fonctionnements en fait métapopulationnels. Ça, c'est absolument essentiel. Juste un autre point, ce qui fait aussi la biodiversité à l'échelle d'une région, eh bien, c'est chaque en fait terrain, si on veut, terrain d'étude ou chaque lieu dans lequel on se trouve, puisque nous on a noté, c'est une information importante, c'est que donc de nos 6 zones d'études sur lesquelles on a fait des relevés en Bretagne, c'est que dans les 6 configurations, on avait des communautés différentes. On n'avait pas les mêmes poules d'espèces. Ce qui veut dire aussi, c'est que quand bien même on peut être dans des situations qui a priori paraissent similaires d'un territoire à un autre, le simple fait de se trouver un endroit fait qu'on aura des nuances de fonctionnement qui amèneront des communautés différentes. Ce qui fait que c'est aussi important d'avoir, en matière de maintien de la biodiversité, des approches très globales avec une vision très macro. Merci David pour cette réponse. On va passer à la suite. On a déjà un petit peu de retard, donc on va essayer d'accélérer un peu le tempo. Donc là, on passe à une présentation de Hugues et David en même temps. Enfin, ils vont parler tous les deux sur un nouveau module, mais ce coup-ci à l'échelle plutôt de l'exploitation agricole. Donc, je vous laisse parler 15 minutes si possible. On a un peu de retard, donc Ouais, si vous merci pouvez être Marie. rapide. Merci. Ouais, alors, merci. Je sais pas. Vous voyez mon écran, c'est bon, hein? Ouais, c'est Euh, bon, c'est bon. Merci. Donc, on va reprendre la suite. Donc, je vais parler des données produites, des données disponibles qui sont à l'échelle France entière. Donc, voilà, plusieurs m'ont posé la question par rapport à ça. Je vais parler des outils qui sont derrière, notamment des outils de scénario, enfin, de scénarisation d'aménagement. Et ensuite, David reviendra justement sur les objectifs de ce type de produit. Alors, les données sont accessibles, du coup, je disais, France entière, par département. Donc, quand vous téléchargez, vous allez télécharger un département. Et elles sont en fait en ce moment en train d'être positionnées à l'adresse présente ici, là, sur les géoservices de l'IGN, par l'IGN d'ailleurs, et je les en remercie. Et donc, vous allez pouvoir comme ça récupérer les données produites. Donc, il y a un ensemble de données qui sont produites par département. Donc, parmi ces données, bah, il y a notamment ce que j'appelle moi toutes les données brutes. Donc, c'est toute la procédure de construction, la méthodologie, là, donc les types de boisement. On parlait où sont les types les arbres isolés, et ainsi de suite. Bah, ils sont dans les types de boisement, les distances d'influence, le grain bocager continu. Donc, intéressant celui-ci, justement, c'est que voilà,
repositionner des seuils spécifiques par rapport à vos espèces sur notre territoire. Et ben ça, c'est avec le grain bocager continu qu'on le fait. Et puis aussi le grain bocager 4 classes qui a les seuils par défaut, là, mais qui, encore une fois, qui sont un bon proxy pour commencer à s'approprier le territoire. Et encore une fois, c'est important de comprendre ça, c'est que la carto, c'est déjà un outil. La carto, c'est déjà ce qui va vous permettre de discuter avec, comme outil de concertation, d'aide à la décision, avec des gens du bocage. L'idée, c'est pas de parler du grain bocager, c'est de parler du bocage et d'aller vers soit un maintien, soit voilà, toute autre action. Mais en tout cas, l'idée, c'est à travers cet outil-là, vous allez pouvoir parler du réel, en fait, hein. Donc là, c'est cette fameuse cartographie. Je ne vais pas redétailler, mais typiquement, ça peut être intéressant jusqu'à une échelle d'exploitation agricole. D'ailleurs, ici, on a un exemple. Ici, on a une exploitation agricole, et puis voilà, on voit comment elle s'insère dans le grain bocager local. Maintenant, si vous vous intéressez aux zones fonctionnelles, bleues et vertes, eh bien, ici, on va les garder et on va les coloriser seulement elles. Et on va les coloriser de telle manière à ce que si ça se touche, s'il y a un chemin, eh ben, on va les mettre dans le même paquet. Et puis, s'il y a un cluster, on appelle ça enfin, des groupements de couleurs différentes, on va les mettre dans un autre paquet, dans une autre couleur. Et grâce à ce type d'outil, on va pouvoir commencer à analyser bah voilà, où est-ce qu'il y a de la fragmentation, où est-ce qu'il y a globalement une composition de grains bocagers fonctionnels suffisante. Et c'est ça l'expression des cartos là, que vous avez sous les yeux, vertes, rouges, qui va permettre de dire, bah, vous voyez, là où c'est vert, c'est parce que on a globalement beaucoup de grains, enfin, suffisamment de grains bocagers fonctionnels dans l'environnement. Et là où c'est rouge, c'est que vous avez une fragmentation entre des zones fonctionnelles. Et donc peut-être ça peut être intéressant d'aller là localement pointer. En fait, moi ce que j'appelle les zones de front, c'est la fragmentation. C'est les zones de front, ça veut dire c'est là où on est en train de perdre significativement en termes de biodiversité forestière, et c'est là où on a le plus à gagner. Parce que c'est là où ça va être le plus facile d'aller voilà, pointer l'enjeu de reconnexion avec les acteurs qui sont en présence en dessous. Et puis en zone blanche, vous allez avoir les zones qui sont entre guillemets un petit peu trop ouvertes, donc plutôt avec un enjeu de communication. Encore une fois, ces cartos sont accessibles sur l'ensemble de la France. Et voilà, c'est plutôt des échelles intermédiaires, un petit peu PCI, comme, sur lesquelles vous allez pouvoir discuter avec eux, de dire, bah voilà, plutôt ici qu'ici. Là, par exemple, on a la vallée de la Seiche au sud-est de Rennes. Bah voilà, on voit tout de suite que c'est une zone de fragmentation importante, qu'il y a le paquet à le mettre là-bas, quoi. On peut aussi changer d'échelle. Ce que je vous ai montré juste avant, c'était 1 kilomètre. Maintenant, on peut passer à 5 kilomètres. C'est la même étude. C'est où est-ce que j'ai des zones fonctionnelles, où est-ce que j'ai des zones de fragmentation. Et là, typiquement, l'exploitation, je considère, eh ben, on voit qu'elle est dans un continuum nord-sud voilà, de fonctionnalités intéressantes. Et donc, on est plutôt sur un enjeu globalement de préservation. On est bien sur valoriser l'existant. Il ne s'agit pas tant d'aller replanter que de conserver ce qu'on a. Euh, Cette même cartographie à l'échelle France entière nous permet de zoomer, de faire les grands points alors, vert, parce que voilà, globalement, ici, on est plutôt vraiment sur des enjeux de maintien. Blanc, ben, on est plutôt sur des enjeux de recolonisation, communication, sensibilisation. Le bocage n'a pas qu'un intérêt pour la biodiversité, bien entendu. Donc, il faut essayer de les toucher à travers ça. Alors, au passage, il ne s'agit pas d'aller combler toutes les zones blanches, hein. Il y a aussi des zones de marais, comme par exemple ici, au sud des Pays de la Loire. Il ne s'agit pas d'aller. Voilà, c'est des zones magnifiques d'un point de vue biodiversité. Il ne s'agit pas d'aller mettre du bois tout, hein. Mais voilà, en tout cas, ça permet de pointer. Et puis ici en rouge, voilà, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de la France, on a voilà, un gros effort à mettre ici, sud de l'Île-et-Vilaine, enfin voilà, Pays de la Loire, au niveau du Gers, et puis peut-être encore au nord, et ainsi de suite. Mais voilà, il y a plein de petits. Si on voit des points rouges ici, c'est que c'est vraiment important localement, hein. Voilà. Et alors, on peut du coup changer d'échelle comme ça. C'est pas parce que là on est vert que quand on zoome, on n'a pas encore des zones rouges et blanches. Et c'est pas parce qu'on est encore rouge ou blanc que quand on zoome, on n'a pas un grain bocager qui dit que ici on peut plus planter que là, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc toutes ces données sont accessibles. Mais voilà. C'est déjà un outil pour pouvoir lire le territoire. Et ensuite, on a des outils qui vont permettre de faire de la scénarisation. Alors, c'est un plugin notamment là, qui est sous QGIS qui s'appelle Chloé Métrique Paysagère, qu'on développe nous ici au BAGAP, et qui a été initié dans le cadre d'un partenariat avec l'Union régionale des CAUE dès 2019, qui est développé par la Fédération des chasseurs de Côte-d'Armor, par Dan Guilherme, je le salue, et qui est accessible au téléchargement voilà, sur le site de Chloé. Alors, ce qui est en construction, c'est un module de formation autour de la manipulation de ces outils.
et avec le réseau E-France, avec l'Institut Agro, j'en ai mentionné tout à l'heure, et qui sera, l'ouverture est prévue en 2026. Voilà, l'idée c'est vraiment maintenant d'aller diffuser ça et d'aller diffuser son utilisation. Alors typiquement, à quoi ça sert? Ben voilà, sur la rechauffée communauté, qui est dans le cadre du programme Brest Bocage, voilà, replanter un ensemble d'éléments boisés. Bah, en 2020, sur les données, c'était pas visible ces boisements, mais on a simulé le fait que tout ce qu'ils avaient boisé, tout ce qu'ils avaient replanté, allait effectivement être efficace dans 10-15 ans. Et voici le comparatif. Donc ça, c'est après aménagement. Alors, je vais faire avant-après rapidement. Vous voyez? Mais ça permet voilà, de montrer, pointer du doigt qu'on va dans la bonne direction, qu'il y a des zones effectivement qui sont encore blanches sur lesquelles on pourrait aller renforcer, et ainsi de suite, quoi. Et puis le deuxième outil, donc ce premier outil, il est déjà accessible dans l'outil Chloé. Et le deuxième outil que je vous présente maintenant, c'est un outil qui est plus à l'échelle d'une ferme, une exploitation agricole. Et là, l'idée, c'est d'aller parler de compensation. Voilà, on a des exploitants, soit qui veulent arracher et puis ouais, ils pensent replanter ailleurs. Est-ce que c'est une bonne idée? D'autres qui veulent replanter, mais ils savent pas forcément par quoi commencer. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un outil qui permet de quantifier, de relativiser voilà, les scénarios. Et ça a été développé dans le cadre du projet éco-contribution bocage biodiversité agriculture en partenariat avec la Fédération régionale des chasseurs de Bretagne et toujours développé par Dan Lear. Donc là, on est sur une version bêta. Alors là, voilà, juste pour vous montrer à quoi ça sert, là on est sur une exploitation, c'est un peu c'est la même que tout à l'heure. Voilà, on voit qu'il y a un continuum de fonctionnalité nord-sud, ouest-est qui passe par L. Et puis la première chose qu'on va faire dans le cadre de cet outil, c'est qu'on va calculer les taux de boisement interne. Donc c'est plus le grain bocager, hein, c'est juste du taux de boisement. Taux de boisement interne à l'exploitation, combien de boisement j'ai voilà, dans l'exploitation. Et on va comparer ça aussi au taux de boisement externe à l'exploitation. Est-ce que je suis plutôt dans un environnement qui est boisé ou peu boisé ou pas? Et on positionne comme ça l'exploitation par rapport à son enjeu territorial. Et là, tous les points bleus que vous avez, c'est toutes les exploitations bretonnes. On a fait le calcul pour toutes les exploitations bretonnes. Donc là où il y a un fort amas, c'est parce qu'il y a beaucoup d'exploitations bretonnes dans ce coin-là. Et les médianes, enfin les pointillés que vous avez, ce sont les médianes. Donc plutôt en médiane, en Bretagne, on est plutôt à 24% de taux de boisement externe et vers 10% de taux de boisement externe. Et donc l'exploitation là que j'ai visée, eh ben, elle est un peu dans la moyenne en termes de taux de boisement externe. Par contre, elle est un petit peu meilleure en termes de taux de boisement interne. Donc c'est intéressant de voir ça parce qu'il y a des exploitations qui vont beaucoup participer dans un environnement dégradé et inversement, quoi. Donc, si on veut parler de 2 pour 1, de 1 pour 1 en termes de compensation, eh ben, il faut déjà regarder ce genre de choses. De combien déjà l'exploitation contribue. Alors, autre chose intéressante avec cet outil, c'est qu'on va pouvoir regarder, en fait, comparer concrètement la situation initiale, donc aujourd'hui, telle que c'est, l'exploitation dans ces 500 mètres autour, un peu comme qu'est-ce qu'on a en termes de grains bocagers. Et on fait la même chose, mais sans les boisements d'exploitation. En fait, on va calculer le grain bocager sans les boisements d'exploitation. Et voilà ce que ça donnerait. Donc là, on a une visibilité directe de son impact local, de son impact bénéfique, hein. Sans elle, il n'y aurait plus de continuité nord-sud, en tout cas localement. Il y aura toujours une continuité ouest-est, mais ça passerait au-dessus d'elle, parce que bon, voilà, il y a un cours d'eau qui passe par là. Mais toujours est-il qu'on voit tout de suite à travers ça qu'elle a un rôle. La différence relative en termes de données de grains bocagers, hein, alors, à la fois continue et de seuil, et ben en fait, on va calculer ces deltas, ces différences. Et on va dire en fait, en termes d'exploitation, tu vaux cette différence de delta en termes de grains bocagers. Et ensuite, on va considérer des arasements, enfin des aménagements, notamment des arasements, et puis notamment des replantations, ici le numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Et on va pouvoir voilà, relativiser ça. Alors là, en situation 1, on va avoir initiale, là, pardon, on va avoir la situation de départ, et on va voir sur un axe, l'axe horizontal, ça va nous présenter le caractère évolutif de l'aménagement. Est-ce que voilà, ce que je positionne ici va avoir un impact sur des possibles futurs? Où on va voir ici en vertical l'aspect assez efficace. Est-ce que ce qu'on a actuellement, est-ce que c'est plutôt quelque chose qui va fonctionner tout de suite parce qu'on va renforcer une zone qui est déjà très boisée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer la situation actuelle avec le scénario où il y a juste l'arasement. Donc on voit ce qu'on perd.
Et puis ensuite, on va comparer si on plante voilà, la haie numéro 1, la haie numéro 2 ou la haie numéro 3. Et on va pouvoir voilà, discuter là-dessus. Et on voit notamment que la haie numéro 3, eh ben, elle va peut-être avoir une efficacité tout de suite, mais par contre, elle va pas offrir de nouveaux potentiels. C'est-à-dire qu'on va juste renforcer une zone qui est déjà très fermée, et puis c'est tout. Alors que les autres, les deux autres aménagements, eux, ce qu'ils font, c'est que non seulement ils vont faire avancer les lignes efficaces, ils vont faire bouger les seuils, hein, ils vont faire avancer le front de fonctionnalité, mais en plus, ils vont globalement faire améliorer le grain bocager de telle sorte que une future plantation, soit chez eux, soit chez leurs voisins, eh ben, aura aussi un effet positif plus facilement à terme. Donc ça permet comme ça de discuter de situations. Voilà, je laisse la parole à David. Ton micro, David. Oui, oui. Autant pour moi. Donc, merci Hugues. Donc, cette idée en fait qu'on a eu de pouvoir scénariser en fait des aménagements, eh bien, c'était notamment de pouvoir répondre à différentes questions qui en fait régulièrement des questions auxquelles on est confronté. Notamment pouvoir optimiser et rationaliser des projets de création de haies. Globalement, les moyens vont être amenés ou sont amenés à se raréfier pour mener à bien des projets de création. Et bien, des fois, plutôt que de mettre 250 mètres de haies un petit peu n'importe où dans la plaine, eh bien, de pouvoir identifier la zone où on pourra réellement optimiser et réellement rétablir de la fonctionnalité, ben, c'est important. Et il vaut mieux peut-être 80 mètres bien placés que 250 mètres mal placés. Donc ça, c'était un peu un premier point. L'autre chose, c'est notamment pour appréhender des demandes d'arasement. Donc régulièrement, les techniciens bocage, nous sommes confrontés à traiter donc des BCAE 8, des bonnes conditionnalités agro-environnementales, donc notamment pour justifier, donc après autoriser ou non un arasement demandé par un agriculteur. Mais souvent, en fait, notre pertinence dans les propositions réalisées repose en fait sur la compétence individuelle de l'agent et repose sur sa capacité aussi à faire face à des fois à la pression de l'agriculteur. Donc là, ça permettrait d'avoir un outil aussi pour évaluer et de quantifier les effets des aménagements envisagés, soit pour répondre aux conséquences, enfin percevoir les conséquences d'un arasant, et puis pouvoir quantifier un petit peu les mesures compensatoires en réponse qu'on serait susceptible d'apporter. En même temps, donc, si c'est de pouvoir offrir, donc des fois, à l'administration, eh bien, un outil pour pouvoir trancher des décisions. Autre point, donc optimiser des mesures compensatoires. Donc, j'ai abordé un petit peu la BCA 8, mais également dans des aménagements fonciers, où parfois l'implantation en fait géographique des aménagements, eh bien, permettrait de pouvoir être évaluée. Autre chose, on a de plus en plus aussi de projets qui émergent avec une approche PSE, donc des paiements pour services environnementaux. Donc là, l'outil devrait pouvoir permettre également d'évaluer la contribution d'une exploitation dans la production réelle de différents services. Et donc, au moins, on aurait quelque chose pour essayer de percevoir notamment les effets microclimatiques donc des arbres sur leur environnement et les continuités écologiques pour les espèces liées aux arbres. Alors, voilà un petit peu les intentions qu'on avait et qui ont motivé l'émergence de cet outil pour pouvoir produire des scénarios. Donc, évidemment, comme l'a dit Hugues, donc moi, je ne suis pas géomaticien, je ne maîtrise pas le langage qui permet de faire évoluer l'outil Chloé. Et donc, on a voulu travailler donc, via un éco-contribution, en fait, la production de plugins qui nous permettent de manière assez aisée de pouvoir travailler sur un outil qu'on utilise quand même communément qui est QGIS. Donc aujourd'hui, l'outil n'est pas encore complètement finalisé, mais bon, il fera l'objet d'une présentation beaucoup plus fine sans doute prochainement. Donc simplement à travers un exemple ici, eh bien, une exploitation donc, sur laquelle je travaille, donc un agriculteur qui est plutôt engagé dans une démarche de reconstitution bocagère. Il se situe dans un secteur ouvert du département des Côtes-d'Armor. Donc juste par rapport à ce que présentait Hugues tout à l'heure en positionnant une exploitation sur le graphique où apparaissent chaque petit point en fait traduisait la proportion d'éléments arborés
la surface des éléments arborés au sein de chacune des exploitations, eh bien, ça me permet déjà de situer mon exploitation. Et là, on se rend compte que le taux de boisement sur cette exploitation est de 14%, donc elle est inférieure au taux de boisement médian régional. Donc déjà, ça permet d'avoir un petit peu une indication. Donc souvent, on le perçoit, on va dire, de manière empirique, hein. On connaît nos territoires. Bon, là, effectivement, je suis dans un secteur ouvert, mais ça permet quand même de se situer en disant, bah, tiens, tu vois, tu es quand même nettement inférieur. Ta surface boisée d'éléments arborés sur l'exploitation est nettement inférieure à la moitié des exploitations bretonnes. Donc, d'entrée, moi, je perçois, mais il s'avère que c'était l'objet de la sollicitation, hein, un enjeu de reconquête et de restauration, notamment de continuité, qu'on perçoit ici, notamment par rapport à la distribution de la couleur blanche ou de la couleur jaune. Donc, ensuite, on a, donc ici apparaît en fait la contribution de l'exploitation au fonctionnement écologique du secteur dans lequel elle se trouve. Donc, en fait, entre les deux slides, là, on a la situation ici avec les haies de l'exploitation, ici sans les haies de l'exploitation. Donc, c'est intéressant parce que ça permet de visualiser sa contribution au fonctionnement écologique et environnemental du territoire. Donc, ici, par exemple, le taux de boisement interne de l'exploitation est de 5,7%, alors que globalement, la médiane régionale est à 9%. Donc là, un message aussi à faire passer à l'exploitant, bah, ça vaut le coup vraiment d'intensifier ton effort pour être quand même au moins mieux que la moyenne, que la médiane, donc mieux que la moitié des exploitants bretons. Voilà, donc là, ça nous permet d'aborder un petit peu les choses avec ce discours. Ensuite, là, donc juste, on est revenu à la situation initiale. Je vous demanderai simplement de se focaliser sur les deux parcelles qui sont dans mes cercles noirs. Notamment cette parcelle qui fait actuellement 7 hectares 81. Donc une parcelle quand même de taille, on va dire, moyenne, mais au-delà quand même des préconisations écologiques qui est, aujourd'hui, on a l'habitude de dire que quel que soit un petit peu le service écosystémique qu'on veut regarder, avoir une taille d'exploitation comprise entre 4 et 6 hectares, c'est intéressant. Donc ici, on est sur une taille d'exploitation supérieure. Et là, donc, on va commencer à faire des simulations d'aménagement avec l'outil et de voir comment il va faire évoluer le grain. Donc là, simplement, sur cette parcelle, en positionnant, donc qui est dénudée de haies, hein, il n'y a pas de haies autour de cette parcelle-là de 7 hectares 80. Si je pose simplement une haie, donc sur la partie sud de la parcelle, voilà le gain que je vais obtenir. Donc, on voit simplement que les classes, hein, les jeux de couleurs évoluent un petit peu, positivement, certes, mais ça reste très négligeable. Si je me focalise aussi sur la partie droite de la slide, au niveau de la haie numéro 7, donc qui est en projet de reconstitution au sud de cette grande parcelle qui faisait 5 hectares 82, eh bien, je me rends compte aussi que le gain est vraiment négligeable. Donc, ce scénario-là d'implantation de la haie numéro 2 ou de la haie numéro 7, on l'a un petit peu oublié. Et on a regardé d'autres propositions d'aménagement. Alors, l'idée, eu égard à la taille de la parcelle, c'était peut-être de la couper en deux. Et là, on regarde que lorsqu'on implante cette haie numéro 1, eh bien là, ça me permet de rétablir une continuité écologique réelle, fonctionnelle, au regard notamment des effets microclimatiques, entre les deux patchs qui étaient de part et d'autre de cette parcelle, et que cette parcelle, en fait, venait fractionner en termes de continuité. Et de même, en imaginant, plutôt que de planter la haie numéro 7 sur la partie est de la slide, en restaurant la haie numéro 9, eh bien, regardez le gain de fonctionnalité un petit peu optimum que cette haie permet de renforcer. Donc, ça nous permet en fait d'avancer les classes et de percevoir en fait les effets de nos aménagements. Alors évidemment, donc aujourd'hui, l'outil, il est à ce niveau-là fonctionnel. C'est que ces simulations, on peut les faire aujourd'hui et c'est suffisamment efficace pour les faire in situ chez l'exploitant avec cette vitesse de représentation. Donc forcément, en termes d'outils d'aide à la décision, alors d'aide à la discussion, c'est assez formidable l'outil parce qu'on est amené à faire tout un tas de simulations, même parfois un peu utopique, entre guillemets, mais là, ça permet de percevoir de manière très concrète les conséquences de nos aménagements, quoi. Et derrière, souvent, ça permet d'être convaincant au point de concrétiser l'aménagement.
Donc voilà, donc on est allé plus loin sur la proposition d'aménagement en se disant, ben, ta parcelle qui fait 7 hectares 80, ça serait peut-être bien de la recouper en deux et puis également de le renforcer, comment dirais-je, l'ambiance forestière en implantant également la haie ici numéro 2. Et bah là, évidemment, ça permet de réellement bien fonctionner, bien renforcer le continuum écologique. Et là, donc, toutes les haies qui sont numérotées, hein, donc la 5, la 11, la 1, la 2, la 3, la 4, la 10, eh bien, donc là, c'est un gros projet qu'on a, donc il sera sans doute étalé sur plusieurs années hein, sur cette exploitation, mais qui permettra de conquérir de manière significative un gain et de renforcer donc forcément sa contribution dans le fonctionnement écologique du territoire dans lequel on se trouve. Je ne vais pas aller au-delà. Ce qu'on essaye actuellement d'accroître et de renforcer, c'est de pouvoir quantifier les effets. Voilà, de pouvoir chiffrer un petit peu ces effets. Alors visuellement, vous avez vu, on va dire l'efficacité, mais en même temps derrière, on aimerait pouvoir y mettre des chiffres pour pouvoir justement réellement répondre à des compensations ou non. Voilà, globalement, pour conclure, eh bien, en fait, on se rend compte que le grain bocager est quand même un outil assez pertinent, assez efficace, justement, pour aider à la discussion, aider à, on va dire, la décision d'un gestionnaire pour engager un aménagement ou non, également pour revoir certaines pratiques, puisque l'état des haies, l'état écologique des haies influence également le grain. Et puis, il permet également d'envisager un certain nombre d'aménagements à l'échelle aussi des territoires. Donc, le grain bocager est un indicateur opérationnel pour identifier et planifier des actions d'aménagement favorables à la biodiversité forestière ou liées aux arbres. Il doit cependant être intégré à d'autres approches fonctionnelles et à une analyse in situ de la qualité des haies pour une gestion complète des territoires. On l'a bien démontré, hein, aujourd'hui, c'est absolument indissociable. Il faut une haie de qualité inscrite dans un paysage fonctionnel de qualité. Si tel n'est pas le cas au niveau de la qualité de la haie, c'est de travailler avec les gestionnaires pour les inciter à revoir leurs pratiques et engager des pratiques de gestion durable. Et puis au niveau de la fonctionnalité de la maille, eh bien, si on est dans des paysages où on observe des fragmentations, eh bien, c'est de renforcer le réseau de haies soit par plantation, soit par régénération naturelle, une autre manière de faire. Et on vous remercie. Merci David. Alors, comme on est un petit peu en retard, on va juste prendre une question, une sur la possibilité de mise à jour du coup du grain bocager. Est-ce que tu peux préciser cet élément-là? Ouais, c'est une bonne question. Théoriquement, c'est possible de mettre à jour le grain bocager tous les 3 ans par département, puisqu'il est basé sur des données de l'hygiène, donc le MNHC, qui peut être remis à jour tous les 3 ans. Sauf qu'en réalité, la méthode, notamment au niveau des capteurs de détection au niveau du MNS, c'est le domaine numérique de surface, mais peu importe, les capteurs qui sont utilisés par l'hygiène pour détecter la hauteur la hauteur des éléments, ouais, varie au cours du temps, et enfin, parfois plus précise. Voilà, il y a des différences de date et de machin qui font que, en réalité, ça risque d'être difficile un- d'avoir un suivi voilà, très très pratique. Toujours est-il qu'on tend quand même vers ça. C'est quand même notre objectif d'essayer de calibrer la méthode pour faire en sorte qu'on ait un observatoire, voilà, faire de l'observatoire territorial. Et deuxièmement, dans les outils de scénarisation, vous pouvez tout à fait vous-même intégrer, voilà, non pas du fantasme de plantation, mais de la réalité de replantation voilà, sur le terrain, et dire, voilà, je mets à jour moi-même ma couche de hauteur de boisement parce que je connais mon territoire, et je fais moi-même en fait mon suivi territorial. Donc dans ce sens-là, oui, c'est possible. Eh bien, merci à tous. Je pense on a fini ce webinaire. Donc, je vous remercie toutes et tous d'être restés jusqu'à la fin. On a été un peu plus long que prévu. Mais voilà, on espère que le sujet vous a intéressé. Un grand merci aux quatre intervenants, donc David, Gladys, Hugues et Yann. Merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, d'autres remarques, à nous envoyer un mail. Je pense que vous avez notre adresse mail à nous, en tout cas la mienne. Et moi, je redistribuerai les questions à David, Gladys, Hugues ou Yann, si vous en avez. Et encore une fois, le replay sera disponible. Donc si il y a des choses que vous voulez revoir, vous l'aurez à disposition.
Donc, merci à tous d'être venus. Merci encore aux intervenants et aussi à Sarah qui a géré la partie questions et réponses. Et à très bientôt pour un deuxième webinaire sur la haie, exactement, encore une fois. Merci à tous.